Réveille ton bise, tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Salut Alex, Salut Justine. comment tu vas? Très bien, écoute, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté mes invitations, puisqu'on n'enregistre pas un, mais deux épisodes aujourd'hui. J'ai vraiment la joie de t'accueillir aujourd'hui, puisque tu as été un des éléments déclencheurs à lancer mon activité. En 2017, je me souviens d'un appel que j'ai eu avec toi à la fin de la formation marketing digital. Tu m'as dit: «Justine, tu sais faire plein de choses, spécialise-toi, lance-toi» et c'était le meilleur conseil ever puisque dès ce moment-là, je me suis spécialisée et depuis, j'ai pu vivre de mon activité, hyper rapidement. Donc véritable honneur de t'avoir, dans le podcast aujourd'hui. Petit topo, si les personnes ne savent pas encore vraiment qui tu es, ce qui serait quand même étonnant, mais donc tu es, cofondateur de Live Mentor, tu es dirigeant de la maison d'édition 23h59, depuis, quelques mois, peut-être une année. Mmh. Auteur de plusieurs livres publiés chez Alizio et Erol et donc tu as la capacité rare à transformer l'expérience entrepreneuriale en matière à penser, à écrire et à transmettre, par tous les endroits où tu vas, clairement. Il n'y a pas un seul endroit où tu transmets pas quelque chose. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Écrire, publier et trouver ses lecteurs. J'ai déjà fait une petite introduction sur toi, mais peut-être que tu as envie de rajouter, des choses que je n'ai pas citées pour un peu mieux te présenter. Bah, écoute, non, c'était très complet. C'est vrai que moi j'adore, les livres, j'adore les podcasts. Je suis, en fait, très inquiet de la baisse de notre niveau d'attention, de la crise de l'attention. Je trouve que, internet est à la fois, le plus bel outil, du XXe siècle, avec cette capacité d'accéder à de la connaissance depuis n'importe où à un coût qui est souvent nul. Mais de l'autre côté, internet, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est aussi TikTok et TikTok, c'est aussi, une attention qui est en chute libre avec des contenus super courts Mmh. et un algorithme qui prend le pouvoir sur toi. Et et donc je crois que c'est un enjeu de société super important que, de garder l'habitude de la lecture, garder l'habitude du savoir qui est structuré, qui est long, qui est dense, qui est profond, qui est nourri. Et donc c'est pour ça que j'ai, effectivement, adoré ces dernières années découvrir différents métiers, dans cet univers. Le métier d'auteur de livres, le métier d'éditeur, parce que je suis directeur de collection maintenant chez Erol, donc j'accompagne des auteurs à écrire leurs livres. Le métier, de podcasteur également. Je travaille pour un podcast qui s'appelle Métamorphose, qui est un podcast santé où j'interviewe, des spécialistes de santé d'horizons très différents. Et à chaque fois, l'idée, c'est comment, déconstruire un sujet, le présenter en petites briques, le faire de manière pédagogue et permettre, voilà, à la personne qui est en face, le lecteur, l'auditeur du podcast, de gagner en compétences, d'apprendre quelque chose, heu, grâce à cet objet culturel. Mmh. En effet, parce que écrire un livre, c'est pas juste, raconter une histoire pour raconter une histoire, c'est une action et dans notre cas, puisque notre audience aujourd'hui, sont des entrepreneurs et entrepreneurs tout court, hem, Mmh, c'est un outil de positionnement et parfois même aussi un outil thérapeutique. Comment est-ce qu'on passe de l'idée à un manuscrit? Comment est-ce qu'on fait pour, mmh, pour que son livre vive justement, qu'il soit lu, qu'il soit mmh. partagé, qu'il serve vraiment son auteur? On va parler de tout ça ensemble, pas de panique, je te demande pas de répondre tout de suite à ces questions qui sont assez denses. On va parler process d'écriture, les erreurs les plus fréquentes parce que évidemment que tu en as vu et peut-être même que tu es tombé dedans. Mmh. Et puis comme tu as,
le regard en tant qu'auteur, mais aussi en tant que, éditeur et accompagnateur sur l'écriture, bah, tu vas aussi pouvoir nous parler de la réalité du monde de l'édition. Mais surtout et moi ce qui me fait le plus, l'alarme de la curiosité, c'est, de ce que l'écriture peut nous apprendre sur nous-mêmes. Alors bref, j'espère que tu es bien installé, j'espère que nos auditeurs, auditrices également. Ma première question et je pense que c'est la plus, entre guillemets «basique», mais en tout cas qui nous permet d'entrer un peu en matière. D'où vient généralement l'envie d'écrire un livre selon toi? Mmh. Et ensuite, de quoi on part? Une idée, une mission, une émotion? Il y a énormément de personnes qui ont envie d'écrire un livre. On a régulièrement des sondages sur le sujet qui, estiment qu'un Français sur 3 rêve d'écrire un livre et pour des raisons très différentes. Ça peut être pour transmettre quelque chose, cela peut être pour, laisser une forme d'héritage, cela peut être pour, se positionner, comme expert sur un sujet, cela peut être pour créer un mouvement, pour sonner l'alarme, cela peut être pour, structurer ses idées, penser plus clairement, par ce travail d'écriture. Mmh. Hem, ce qui est certain, c'est que outre la motivation initiale, ensuite il faut durer dans le temps et un livre, c'est un projet de longue haleine, c'est un projet sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Moi, mon dernier livre, La Chestu, j'y ai consacré 2 ans, et on est 2 auteurs, enfin 2 co-auteurs, hem et il nous a fallu vraiment, voilà, tout ce temps pour, rentrer dans le sujet, le digérer et être fier du résultat. Et donc, c'est là où je crois que quelle que soit la motivation initiale, il faut vraiment que le sujet d'écriture nous passionne, qu'on ait toujours envie d'en lire encore et encore sur ce sujet, qu'on ne soit pas lassé, parce que sinon on va abandonner, c'est trop dur, c'est impossible d'aller au bout. Donc il faut, c'est toujours la même chose avec la motivation, heu, faire attention aux facteurs de motivation extrinsèques comme, le succès du livre, le nombre de ventes et cetera et se concentrer sur les facteurs de motivation intrinsèques. Parce qu'en plus, après, il faut rappeler la réalité, c'est que la plupart des livres qui sortent chaque année en France, heu, sont pas des succès éditoriaux. Mmh. La plupart des livres, finissent en ayant touché quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Un succès dans le monde de l'édition pour, des catégories, de livres comme entrepreneuriat ou développement personnel, c'est 3 000 livres Mmh. vendus. À 3 000 exemplaires vendus, on est déjà sur un vrai succès. Donc, les auteurs qui, vivent à temps plein, des gens comme Bernard Werber par Mmh exemple, mh. ils sont très rares, c'est l'exception. Donc voilà, c'est important de se dire, heu: «Je travaille à fond, ma motivation intrinsèque, je fais un vrai travail d'introspection pour me dire: "Est-ce que ce sujet est un sujet qui peut m'animer, me porter pendant 1 an, 2 ans d'écriture, voire plus?" De sorte à ne pas, lâcher en route et puis après il y a plein de choses qu'on peut dire sur comment je m'organise dans le process Mmh. d'écriture pour arriver au bout et écrire un bon livre, mais c'est encore autre chose. Mmh. Justement, comment tu fais toi pour transformer, une idée en projet d'écriture structuré? Mmh. Alors la première étape, c'est une note d'intention. Donc la note d'intention, c'est un document de 2-3 pages, qui va présenter le message principal du livre, les messages secondaires, le lecteur qu'on a en tête, les livres similaires qui existent avec des angles peut-être différents, hem, la démarche qu'on va avoir sur ce livre. Est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est un livre pratique? Est-ce que c'est un livre recherche qui est légèrement différent? Est-ce que c'est un roman? Voilà, de bien être clair sur le type de livre et ce document, cette note d'intention, moi je recommande de ne pas la garder pour soi, de la partager à quelqu'un. Alors ça peut être un éditeur si on décide de bosser avec une maison d'édition, mais ça peut être des amis, ça peut être des relecteurs, ça peut être des mentors d'écriture, ça peut être des partenaires X ou Y. Même si on décide de faire ce projet en auto-édition, il est essentiel de ne pas rester seul avec son manuscrit et d'ailleurs après moi je recommande d'avoir des bêta lecteurs. Mmh. Je ne l'ai pas fait pour mes premiers livres et je le regrette. Je l'ai fait pour le dernier et ça aide énormément, énormément pour, constamment avoir du feedback et tirer la qualité vers le haut du livre. C'est on voit bien, tu vois, déjà de tes premières questions que le sujet, il est terriblement complexe. C'est-à-dire qu'il y a la Mmh. question de la motivation, la Ouais. question de la de la, de l'engagement sur la durée, la question de la note d'intention. Heu, c'est pour ça que je suis très content parce que Live Mentor, on vient de sortir une formation dédiée Mmh. aux auteurs
justement, qui, explique toutes ces notions en détail avec des vidéos. On a là une première cinquantaine de personnes justement qui sont inscrits sur cette formation et ce qu'on a voulu, c'est que les mentors parce que toutes les formations Live Mentor, c'est une formation avec du mentorat, ça dure entre 3 et 6 mois une formation et tu parles avec un mentor, tu sais ça bien parce que tu as été mentor chez nous. Tu parles avec ce mentor, Mmh. par exemple une fois par semaine en visioconférence. On a voulu sur cette formation spécifique que tous les mentors soient des professionnels du monde de l'édition ou des Mmh. personnes qui ont eux-mêmes été, auteurs, OK. publiés. Donc c'est parce qu'on est vraiment sur un savoir-faire qui est tellement spécifique qu'il faut, heu, parler avec des gens qui l'ont déjà fait. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donne, c'est dès le Mmh. début du projet, dès la note d'intention, essayer de se mettre en relation avec d'autres auteurs, des éditeurs, des personnes qui connaissent, ce monde-là. Question de curiosité, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même très structuré au niveau de, bah, de la motivation, de l'engagement, des étapes, en tout cas des premières étapes. Mais à quoi toi ressemble ton processus créatif? Est-ce que tu es plutôt du genre à écrire chaque jour ou à t'isoler par période pour tout poser? Il y a quand Mmh, même eu 3 livres, mmh, dans cette vie, donc comment mmh. est-ce que ça fonctionne? En tout cas pour toi? Mon processus créatif, il a beaucoup évolué avec le temps. Alors je peux te dire ce que j'ai Mmh. mal fait déjà dans le passé. Hem, sur un de mes livres, j'avais choisi comme approche le sprint absolu. Je OK. m'étais dit: «En 3 mois, il faut qu'il sorte. C'était le premier, Ne ça, faites non? pas ça». Non, c'était le 2e. OK. C'était le 2e, Entreprendre et sourire heureux. Sur le 1er, c'était un peu différent. Le premier, j'étais parti dans une direction sur laquelle j'ai travaillé pendant 6-7 mois et puis à un moment, j'ai eu un déclic. J'étais complètement perdu en fait avec cette première direction. J'étais dans l'impasse. Au bout de 6-7 mois, je me rendais compte que j'aimais pas la version numéro 1 de mon livre et je suis parti faire une randonnée, je suis parti marcher et là, j'ai eu l'idée de du nouveau positionnement, du nouveau sommaire et j'ai tout réécrit en 6 mois de plus. Et donc là, la leçon un peu de ce 1er travail d'écriture, c'est il y a des choses qui se passent en dehors des moments d'écriture. Puis bon, après, ayant beaucoup creusé le sujet de la sédentarité, le Mmh. sujet, heu, de la De ton pensée troisième divergente livre. sur mon troisième livre, aujourd'hui, je Mmh. comprends bien pourquoi notre créativité, elle vient en marchant. Donc, Mmh. j'associe aujourd'hui beaucoup la marche à ma manière d'écrire. Mais en tout cas, sur le deuxième livre, l'erreur qui a été la mienne, c'était ce côté sprint où on essaie d'aller plus vite que la musique. Ça marche pas. Donc maintenant, mon processus créatif, c'est d'avoir, ce que j'appelle, la collecte du petit poucet et les moments, où on met le turbo. L'un ne va pas OK. sans l'autre. Collecte du petit poucet, c'est dès le démarrage du projet, je me crée un espace qui va être souvent un espace Notion ou Obsidian, un outil où je vais collecter, indexer tout ce que j'entends, tout ce que je lis, tout ce que je vois passer sur le thème. Qu'en l'occurrence, pour la chaise, donc la sédentarité, c'est un univers immense. Sédentarité et femmes enceintes, Mmh. sédentarité et personnes âgées, sédentarité et enfants, sédentarité et monde du Indépendant. travail, et Mmh. cetera, et Mmh. cetera. Et donc pendant 2 ans, à 2 avec mon coauteur, on a fait ce travail de fourmi, ce travail de petit pousset. On collecte des liens, on analyse des papiers scientifiques, on interviewe des gens et on indexe tout ça dans, le Obsidian, qui est un outil assez intéressant parce qu'il permet de faire des nuages de mots-clés où tu vois les liens entre différents sujets. Et donc ça, c'est un peu une sorte d'encyclopédie personnelle. J'ai été très, influencé ici par mes échanges avec Bernard Werber, Mmh. qui est quelqu'un que je trouve vraiment absolument adorable, qui est un de mes écrivains préférés déjà, que j'ai eu la chance de rencontrer via le podcast Métamorphose. Je l'ai interviewé et là, il m'a expliqué que lui tenait, une un journal un peu de pensée et d'apprentissage tous les jours depuis quasiment 40 ans. Dès qu'il apprend quelque chose, tous les jours, il le note dans un document. Bah, ça nous fait comprendre que, écrire un livre, ça ça devient beaucoup plus facile quand tu as capitalisé Ouais. sur tes connaissances, sur tes que sur ce que tu apprends au fil de l'eau. Parce qu'ensuite, dans les phases où tu mets le turbo,
Et bah, là, tu ouvres la cocotte minute, tu ouvres ce grimoire dans lequel tu as indexé plein de choses et tu as plus qu'à piocher pour rédiger ensuite tes chapitres, ton sommaire et cetera. Donc voilà, mon processus créatif aujourd'hui, c'est vraiment d'un côté ce travail au fil de l'eau d'indexation. On laisse pas passer les bonnes idées, on laisse pas passer les bonnes ressources, on les stocke quelque part, on les met en forme, on les met en lien les unes avec les autres. Et de l'autre côté, ce travail, plus sur le squelette, le plan du livre, le sommaire, le sommaire détaillé. Quand je dis sommaire détaillé, moi je vais très, très loin dans le sommaire détaillé. Si tu veux, je peux prendre un exemple après si on a le temps. Mais, je vais vraiment essayer d'aller jusqu'à chaque micro-idée pour être Mmh. sûr que dans toutes les parties de mon livre, je suis dans le concret. Je suis dans OK. des dans quelque chose qui apporte vraiment au lecteur. Et ça, je le faisais pas avant et c'était vraiment une erreur, en fait. Du coup, je me retrouvais à tomber dans un dans un biais qui est, le superflu, l'histoire qui est pas nécessaire, c'est ce que j'appelle se faire plaisir un peu à soi-même en tant qu'auteur, où tu te dis: «Ah ça a l'air sympa, bah, allez, je raconte, je raconte, je raconte». Bon, Un peu d'ego. ouais, c'était plus peut-être une forme peut-être de paresse, en fait, d'une certaine manière. Mmh. Tu t'es pas forcé à te demander à chaque fois: «Est-ce que vraiment le lecteur va apprendre quelque chose ici?» Et c'est là où cette idée de sommaire très, 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 très détaillé est vraiment importante. Mmh. Et alors après, dans le processus créatif, ça change beaucoup quand on est à 2 auteurs, comme c'est le cas avec Victor Fersing sur La Chaise Tue, Mmh. parce qu'on se fait du feedback, Bien sûr. l'un l'autre. Parlons un petit peu des erreurs qui pourraient faire couler un livre. Alors tu dis souvent que, 9, livres sur 10, meurent avant leur sortie. Oui, Pourquoi? bah, oui. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes? Les auteurs ne vont pas au bout. Les auteurs vont Mmh. pas au bout, parce qu'il y a ce manque de motivation intrinsèque, Bien sûr. ça c'est essentiel. 2 parce qu'il y a le manque d'un regard extérieur et donc à un moment l'auteur est perdu dans son sommaire, dans son chapitre, il sait pas où aller, il a refait 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois le plan. Et après, ce qui peut aussi arriver, c'est un manuscrit qui est terminé et là, c'est le vide sur l'édition de ce livre, Mmh. sur la Ouais, c'est la quoi la 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 suite? la transformation du manuscrit en livre. Là, on est dans le vide absolu. On n'a pas noué de contact avec une maison d'édition, on n'a pas justement du coup d'accord, de contrat d'édition. On n'a pas réfléchi du tout à l'auto-édition. On n'en a pas forcément parlé à l'extérieur, donc on n'a pas créé de communauté, on n'a pas créé des liens avec des journalistes, des podcasteurs, des Mmh. youtubeurs qui ont envie de nous interroger sur ce livre. Et donc voilà, un refus d'obstacle où on se dit: «Non, bah, c'est bon, allez, j'abandonne, personne veut de ce livre ou alors personne me comprend» et Mmh. cetera. C'est bon, je le mets à la poubelle. Justement, tu as parlé de l'après, une fois que le manuscrit est fait. Quand on parle du titre, de la couverture, du prix, comment est-ce qu'un auteur, peut-il faire les bons choix, sans perdre sa vision, alors qu'il soit avec, un contrat d'édition ou en auto-édition, en fait? Parce que ce sont des nouvelles questions que l'on se pose pour Oui. l'après-manuscrit. Moi, je crois beaucoup à une approche, très entrepreneuriale du rôle d'auteur. Pas étonné. Je pense mais mais tu vois, je ne l'avais pas au début. Je l'avais pas au Mmh. début, parce que quand tu es entrepreneur, tu te dis assez bien, assez naturellement: «Bon, bah, il faut que je porte toutes les casquettes, il faut que je comprenne, comment, bah, déjà produire le service ou le bien que je vais donner à mes clients. Il faut aussi que j'apprenne à me faire connaître, il faut que j'apprenne à réaliser une vente, il faut que Mmh. j'apprenne à faire du service client, il faut que j'apprenne à gérer les finances de mon entreprise» et cetera et cetera. Bah, quand on est auteur, je crois que c'est un peu la même chose. Il faut découvrir ce que c'est qu'un bon titre, ce que c'est qu'une bonne couverture, ce que c'est qu'un bon positionnement, ce que c'est, qu'un bon contrat d'édition ou ce que c'est qu'une bonne stratégie d'auto-édition. Et donc il y a vraiment, un travail, de montée en compétences. Et la formation dont je parlais tout à l'heure, la formation Live Mentor, c'est d'ailleurs pas une formation pour écrire un meilleur livre. Mmh. On rentre pas dans le contenu du livre, on parle justement de toutes ces compétences périphériques qui OK. vont autour du livre et qui vont permettre d'en faire un succès, d'en faire un livre qui est publié, donc Mmh. titre, positionnement et cetera et cetera. Hem, sur le titre, par exemple, dans les différentes idées qui peuvent fonctionner, tester auprès d'une communauté, c'est très utile. Un bon titre, c'est d'abord un titre qui se retient, qu'on arrive à dire.
mon premier pas mon premier livre, mais mon deuxième livre, Entreprendre et surtout être heureux, c'est pas un très bon titre. OK. Il est un peu long. Entreprendre et surtout être heureux, entreprendre et surtout être heureux, tu vois? Et c'est on a du mal déjà à le retenir immédiatement, à le passer à quelqu'un. Ensuite, c'est pas un très bon titre parce qu'on comprend pas très bien de quoi ça parle. Entreprendre et surtout être heureux, bon, ça parle de bonheur, d'accord, ça parle d'entrepreneuriat. On comprend pas immédiatement que c'était un livre enquête sur les causes du burn-out chez les indépendants. Oui. Limite, si c'était intitulé «Le burn-out chez les indépendants», ça aurait été mieux, Mmh. parce que ça dit ce que c'est. Oui, mais peut-être Et encore une fois, on que parle de livres de pratiques. choisir ce titre-là t'aurait fermé dans cette case de «Je traite uniquement que du burn-out», alors que le titre que tu as choisi permet d'ouvrir peut-être d'autres sujets à C'est l'intérieur du livre. c'est vrai, mais la question est, pour quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, qui découvre le livre, est-ce qu'il comprend immédiatement Mmh. de quoi il s'agit? Bien sûr. On peut tester la couverture avec une communauté, et il faut avoir, voilà, encore une fois, plein de petits réflexes un peu d'explorateur. Par exemple, sur la chaise-tu, donc ici, tu vois, tu as, une Mmh. icône avec une chaise cercueil. Ça, cette chaise cercueil, j'en ai eu l'idée en voyant passer, sur les réseaux sociaux, le travail d'un designer néerlandais qui avait imaginé justement, ce concept d'une chaise qui est ton cercueil pour alerter sur la sédentarité. Et donc j'ai vu ce concept, je l'ai trouvé génial, je l'ai contacté, il m'a autorisé à la réutiliser et en fait, je voyais que les gens, étaient touchés par cette illustration. Alors la Mmh. nôtre est différente, elle est beaucoup moins détaillée que la sienne. Lui, c'est un vrai travail en 3D et on peut pas faire ça sur une couverture de livre. Mais, hem, en tout cas, j'avais une validation que ce thème, fonctionne. Hem, donc voilà, je crois beaucoup, beaucoup à ça, d'où aussi l'idée, d'avoir des bêta lecteurs qui vont faire des retours sur le sommaire du livre. Moi, par exemple, j'ai diffusé le sommaire de la Chestu sur les réseaux sociaux, Mmh. sans aucun problème, tu vois? J'ai pas du tout, peur que quelqu'un me le pique. Bien sûr, parce que ça pourrait être une crainte, mais justement, est-ce qu'il y a une anecdote, un raté ou une leçon que tu pourrais partager, tirée de ta propre expérience d'auteur et d'éditeur, dans ce cas? Alors voilà, comme, l'exemple que je donnais avec entreprendre et surtout être heureux, j'ai pas assez testé le titre. J'ai pas, j'ai pas pris assez de feedback. En Mmh. fait, c'est l'erreur principale, c'est de pas OK. prendre assez de feedback. Il faut se confronter au feedback. Heu, je pense que là, le succès qui est en train de se passer sur la chaise tue, c'est la première fois que j'ai un de mes livres qui est en rupture de stock au bout de moins d'une semaine. Je l'attends toujours, hein. C Je l'ai commandé, je l'ai précommandé, je l'attends Ouais, toujours. je sais, c'est bon, c'est à la fois génial et terrible Mais c'est pour un génial, pour un c'est auteur. génial. Ouais, j'aimerais beaucoup quand même que les gens qui veulent lire ce livre puissent le recevoir quand même un jour. Mais ça a été difficile, mais j'ai demandé beaucoup de feedback. J'ai demandé du feedback à des gens comme Anne Guéquer, Fabrice Midal, qui sont des éditeurs de livres, Mmh. qui en ont vu passer beaucoup et tu te prends des feedbacks qui sont parfois durs, hein, où les gens te disent: «Non, mais là, on comprend pas du tout ce qui est marqué sur la quatrième de couverture». Bon, bah, il faut vraiment mettre son ego de côté. Hem, un livre, c'est vraiment enfin, c'est une idée générale qu'on veut mettre au monde, c'est une philosophie qu'on veut présenter, mais c'est aussi tout un tas de détails et il faut pas, le prendre mal si on n'est pas excellent sur certains des points. Au contraire, il faut aller vraiment se nourrir, des retours des autres. Puis je pense que ça prépare aussi à la critique, parce qu'une fois que le livre sorti, forcément qu'il y a d'autres personnes qui vont déclencher des feedbacks, qui vont partager des feedbacks, Oui, sollicités ou non sollicités, mais en tout cas d'en avoir déjà au départ, au moment de la création, de la conception, ça oui. permet, de commencer à comprendre et en tout cas peut-être à accepter certains feedbacks. Absolument, c'est tout à fait c'est très juste et c'est très bien de se mettre dès le début dans cette, démarche-là. Mmh. Voyons maintenant du côté de l'édition à la diffusion, qu'est-ce qui fait qu'un livre trouve vraiment ses lecteurs? Il faut les trouver avant que le livre sorte. C'est la première règle. OK. C'est vraiment, vraiment la première règle. Il faut complètement sortir du mythe que, j'écris un livre, j'en ai parlé à personne, il est imprimé et puis là, par miracle, on m'invite à la télé pour en parler, par exemple. Ça n'existe pas du tout. Donc il faut plutôt se dire
ce livre répond à un problème ou veut créer un univers, là, si on parle de roman plutôt, on est plus sur de la création d'univers. Il y a des personnes qui ont envie de rentrer dans cet univers, ça leur plaît, ça leur parle, ça leur procure des émotions ou si on parle d'un livre pratique, le problème touche ces personnes, soit parce qu'elles vivent le problème, soit parce qu'elles ont aussi envie de défendre le message du livre et je vais essayer de créer une communauté le plus en amont possible sur des livres. C'est pour ça que moi, par exemple, mon Instagram s'intitule depuis plus d'un an, je crois, Mmh. «Lâches-tu?» Ouais, plus d'un an que, les gens comprennent pas trop pourquoi, On n'a plus c'est Alex plus Dana. Alex c'est pas Alexandre Dana, c'est «Lâches-tu?» On a aussi créé une newsletter, avec mon coauteur Victor, sur un outil qui s'appelle Substack, qui s'appelle «La Chestu» où on a partagé des articles, des réflexions, les coulisses de la création du livre et ça a été super important. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui, étaient kinés, étaient ostéopathes, étaient, posturologues, étaient spécialistes de santé et ils nous disaient: «Mais merci d'écrire ce livre parce que nous, on se tue en consultation à répéter aux gens qu'il faut plus bouger, que c'est important et on est super content que le livre arrive pour pouvoir, avoir une validation scientifique, une validation, Mmh. de 2 personnes qui ont creusé le sujet pendant 2 ans, ont parlé à plein de scientifiques de domaines très différents et qui peuvent dire: «Bah, oui, en fait, ça a l'air tout simple de dire aux gens d'aller marcher, mais c'est vraiment le meilleur remède qui soit». Mmh. Donc ça, c'est important de comprendre que, hem, un livre, le message d'un livre, il va être porté par les auteurs, bien sûr, l'auteur et par les premiers lecteurs qui deviennent ambassadeurs. Mmh. Et je crois que c'est lié aussi à une sorte de compréhension implicite que personne ne devient, riche avec un livre. Il y a aucun auteur qui gagne vraiment sa vie avec des livres. Un livre, tu prends la Chestu, c'est 19 € en version brochée. Victor et moi, je crois qu'on a 9 de droits d'auteur à diviser en 2, ça fait 4,5 chacun, Mmh. 4,5 de 19 €. Je te laisse imaginer combien de livres il faut vendre pour pouvoir payer ton loyer tous les mois avec ça. Ça ne fonctionne pas, en fait Mmh. et donc tes lecteurs, ils savent bien que, heu, tu fais pas un livre parce que, tu as un souci économique. Tu fais un livre parce qu'il y a un message qui compte vraiment pour toi et moi, en l'occurrence, sur la sédentarité, c'est un message qui compte beaucoup pour moi parce que j'ai eu des difficultés personnelles qu'aujourd'hui j'associe vraiment à mon temps sédentaire, à toutes ces heures que je passais devant un écran, qui m'ont vraiment pénalisé à plein de niveaux, dans le pro comme dans le perso Mmh. et ça touche aussi à la situation de mon papa qui est diabétique de type 2, qui a fait un coma diabétique cet été et qui a exercé toute sa vie un métier complètement sédentaire. Donc et Victor lui, intervient pour une asso qui s'appelle Lève les yeux, qui sensibilise dans les collèges et les lycées sur l'addiction aux écrans et donc il a vu, un nombre incalculable de fois des collégiens et des lycéens parler du temps qu'ils passent assis comme d'une drogue dont ils n'arrivent pas à se Mmh. défaire, d'une drogue où ils sont assis sur TikTok et donc ça, c'est, des motivations profondes qui sont partagées par plein d'autres personnes et ces autres personnes vont diffuser le message autour du livre et donc c'est super important de créer les relations avec ces personnes Bien sûr. en même temps qu'on écrit le livre. Ça, c'est quelque chose qui est, moi, pour le coup, je pense, une de mes forces en tant qu'auteur, c'est que je considère aussi important les relations que le manuscrit. Mmh. Je durant ces 2 années, j'ai écrit, évidemment, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai aussi beaucoup échangé, discuté, conversé avec des personnes X, Y, Z Mmh. intéressées par le sujet de la sédentarité et ça, Mmh. je crois que ça joue beaucoup au lancement d'un livre. Comment vois-tu la différence entre édition traditionnelle et auto-édition et quels sont les avantages et pièges pour chacune? Tu as 4 heures pour y répondre. Non, je blague, on n'a pas 4 Le heures pour y débat répondre. non, mais c'est un débat éternel. Ouais, Hem, mais vas-y, je te laisse mettre les pieds dedans. par où l'aborder? Alors, déjà, moi, j'ai un avis nuancé sur la question. Mmh mh. Ça, c'est la 1re chose. Je ne suis pas du tout partisan d'une école au détriment de l'autre. Alors que pourtant, je suis auteur avec «traditionnel» entre guillemets, je bosse avec des maisons d'édition et je suis même directeur de collection, donc éditeur. Néanmoins, si on raisonne par ordre d'importance, le plus important, c'est pas ce choix-là, c'est vraiment la motivation intrinsèque que j'ai pour écrire ce livre et la manière dont je m'organise pour l'écrire. Ça, c'est la base. Deuxième priorité, la communauté dont on vient de parler. Mmh. Le travail que je fais moi
avec mon bâton de pèlerin pour aller parler de ce livre. Et une fois qu'on a dit ces 2 choses-là, il y a effectivement un troisième sujet qui est moins important, mais qui est quand même important. Est-ce que je vais sur l'édition traditionnelle? Est-ce que je vais sur l'auto-édition? Si je vais sur l'édition traditionnelle, avantage, je vais pouvoir parler avec un éditeur. Je vais avoir de l'aide sur la couverture, sur l'impression du livre, sur le design du livre. Je vais avoir une équipe d'éditeurs qui propose le livre à des libraires. Je vais avoir l'accès aux librairies. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus difficile en auto-édition. Inconvénient avec l'édition traditionnelle, c'est un projet à plusieurs, donc c'est un projet qui prend plus de temps que seul. Le rythme classique d'une maison d'édition, c'est 1 an à 1 an et demi. Entre l'acceptation du OK. projet et l'arrivée du projet en librairie, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Autre inconvénient, le pourcentage. J'ai mentionné, entre 8, 10, allez 12% heu, de droits d'auteur. Ah, pourquoi? Parce que, l'éditeur doit aussi prendre une commission pour vivre, Mmh. le libraire aussi, le logisticien aussi, l'imprimeur aussi. Donc il y a beaucoup de personnes qui doivent, Qui sont se concernés? partager le gâteau et personne ne vit très bien, d'ailleurs. Mmh. Ce qui vit le mieux, c'est celui qui a les camions qui envoie les livres de l'imprimeur au libraire, d'ailleurs. Je le dis, les maisons d'édition ne se Mmh. font pas de l'argent sur les auteurs, c'est faux de penser ça. C'est vraiment, Mmh. vraiment faux. Les maisons d'édition, sont, elles aussi dans une situation où elles doivent faire attention à chaque euro. Mmh. Hem, Auto-édition, bon, bah, je suis seul. Après je peux aller m'entourer, avec des indépendants qui font Bien sûr. le métier d'éditeur, ça existe, mais de base, je suis solo pour faire ma couverture, pour faire mon design. Je ne vais pas accéder aux libraires, à part si mon livre cartonne totalement en auto-édition et que des libraires viennent me chercher. Mais il faut pas vraiment miser dessus. Je ne vais, voilà, pas avoir quelqu'un qui peut relire mon manuscrit et me faire du feedback. Par contre, avantage, je vais beaucoup plus rapidement. J'utilise des outils comme le plus connu, c'est la plateforme d'Amazon d'auto-édition, Amazon KDP. Je vais, avoir un meilleur pourcentage Mmh. qui peut monter à 35, 40, 45 et je suis maître aussi sur le prix du livre. Je peux décider de le mettre à 5 €, 8 €, 12 €. Je ne peux pas vraiment le faire quand je bosse avec une maison d'édition. La maison d'édition, elle va me donner des grilles. Elle va me dire: «Il OK. faut que le livre, il soit à tel prix pour que, bah, chacun puisse s'y retrouver». Donc en fait, le prix d'un livre avec une maison d'édition, à part si le livre arrive en poche, il est toujours plus élevé en moyenne qu'un prix en auto-édition. Voilà ce que je peux te dire Mmh. sur, l'arbitrage entre maison d'édition et auto-édition. Une fois qu'on a dit tout ça, bah, on se rend compte qu'il y a pas un choix évident. Mmh mh. Hem, heu, Moi, ce que je dirais, c'est que l'important, encore une fois en tant qu'entrepreneur, c'est de faire un choix surtout et de pas rester trop longtemps dans l'expectative. Si vous avez fait les 2 premières étapes dont j'ai parlé, la création de communauté et heu, l'organisation personnelle pour écrire un livre de qualité, et bien ensuite vous saurez très vite si une maison d'édition vous propose un contrat et vous pourrez très vite arbitrer entre cette option-là Mmh. et l'auto-édition. OK. Justement, alors on l'entend sur le fait que, on ne vit pas de son propre livre. Ici, on s'adresse, Mmh, à des entrepreneurs comme tu l'as indiqué et parce que c'est, le persona derrière ton bise. mmh, Pour toi, un livre, donc peut-être un vrai levier de développement professionnel, en tout cas, c'est ce qu'on mmh. entend, hem et que potentiellement, c'est étant donné que ça peut devenir un levier, ça peut aussi permettre à l'entreprise de se développer. Comment, mais surtout à quel point l'écriture peut transformer la posture d'un entrepreneur? Alors, sa posture ou sa légitimité? J'ai envie de te dire les On 2 peut parce que pourquoi les choisir 2. là maintenant? Alors, c'est sur commençons par la posture. Mmh mh. Effectivement, écrire un livre, ça change ta posture parce que ça te fait réfléchir. Mmh. Ça te fait structurer ta pensée. Ça te fait penser à la priorité de tes arguments. Ça te fait penser à ta pédagogie. Et donc, ça change ta posture parce que ça te rend juste plus solide, plus affirmé. Heu et ça, je l'ai compris notamment en bossant en tant que journaliste pour le podcast Santé Métamorphose. Recevoir quelqu'un qui a écrit un livre, c'est tout de suite différent. Il sait structurer son propos, il Mmh. sait le partager. Parce qu'il s'est confronté à soi-même, et le 1er, adversaire en fait d'un projet de livre, c'est notre notre propre psyché, Mmh mh. notre propre ré intellect qui va regarder nos phrases et dire: «Non, pas Mmh terrible, mh.
pas très bien écrit, pas très clair. Donc ça, c'est le premier sujet vraiment sur la posture. Et après sur la légitimité, bah, c'est certain, en fait, si le livre est de qualité, c'est une carte de visite qui est absolument Bien sûr. incroyable parce que ça permet à n'importe qui de découvrir pour 10, 15, 20 € la qualité de ta pensée, la profondeur de ta pensée et quelqu'un qui passe plusieurs heures avec toi ou plusieurs dizaines d'heures avec toi sur un livre, c'est un niveau de proximité qui est énorme par rapport à avoir lu, une de tes newsletters, à t'avoir Mmh. entendu une fois en conférence. On est sur quelque chose enfin, c'est des années-lumière en termes de Mmh. de qualité de connexion. Hem et moi, je peux en attester en tant qu'auteur, mais aussi en tant que lecteur. En fait, je suis un immense fan de Bernard Werber. Heu, Évidemment que quand je l'ai rencontré, je le dialogue, le contact était très facile tellement en fait je l'ai lu et je Tu suis savais. rentré dans son univers. Je le connais déjà. Lui, il me connaît Mmh. pas, mais moi je le connais et donc c'est aussi à ça qu'on accède quand on est auteur et qu'on prend le temps de faire un livre. C'est fou parce que, je trouve que c'est exactement ces mêmes «avantages» entre guillemets que crée le podcast. Cette idée d'être Oui, dans l'intimité de la personne, la proximité. Bon nombre de personnes ont été capables de me chanter mon générique de podcast en me rencontrant dans la vraie vie et venir me parler comme si elles me connaissaient, parce qu'elles me connaissent. oui. Effectivement, cette proximité, que crée le podcast, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'elle le crée aussi par le livre, en effet. Ouais, c'est les avantages des formats longs. Le podcast Oui. clairement génère ça, par rapport à des formats des cours qu'on a sur Mmh. internet. Oui, complètement. Est-ce que, alors je vais dire, est-ce que tu as des exemples d'auteurs? Mais, je dirais plutôt quand tu as écrit le premier livre, La méthode Live Mentor, il me semble que c'était ça le Oui, premier titre au départ, tout c'est à fait. toujours ce même titre? Ou je sais plus si tu je Heu, sais que tu as eu une nouvelle, effectivement ce premier livre, qui intitulé La méthode Live Mentor, on l'a mmh renommé en Le guide pratique du créateur d'entreprise. oui. L'objectif de ce premier livre était de, rendre plus visible Live Mentor, de crédibiliser un peu plus Live Mentor, Alors, d'avoir, un peu comme cet effet de lead magnet, tu sais? On entre par là et on les fait évoluer ensuite dans il y avait l'univers. plusieurs il y avait vraiment plusieurs objectifs. Le tout premier objectif, de ce livre, effectivement mon premier livre qui s'appelait Live Mentor et qui s'appelle maintenant Le guide pratique du créateur d'entreprise, Mmh. c'était de formaliser notre pédagogie. Live Mentor est un organisme de formation pour créateurs et créatrices d'entreprise. À l'époque, on commençait à avoir formé plusieurs milliers de personnes. On commençait à savoir comment accompagner ces personnes et je voulais mettre dans un livre ce qu'on avait appris sur la démarche d'accompagnement. Mmh. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, démarche qui, commençait à être, heu heu, effectuée par plusieurs dizaines de mentors qui accompagnaient les personnes en formation. Au tout début, j'étais le seul mentor et puis ensuite il y a eu toute une équipe et aujourd'hui, il y a près de 200 mentors qui accompagnent nos créateurs et nos créatrices d'entreprise avec une version enrichie de ce qu'il y a dans ce livre. Donc ça, c'était la première motivation. La deuxième, c'était de montrer, bah, la qualité de cette pédagogie. De dire, aux personnes, qui se lancent dans l'entrepreneuriat: «Vous allez avoir plein d'options, pour vous accompagner. Il y a plein de formateurs, il y a plein de structures d'accompagnement. Il y a du bon, du moyen et du très, très moyen. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir ce livre, de plonger dedans et de vous dire si ça vous parle ou pas». Et donc c'est pour ça que ce livre, je parle quasiment pas de mon parcours entrepreneur. C'est pas une biographie, Mmh. c'est pas, moi et ma vie, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire: «Tiens, on va te donner des situations, qu'on a vues dans nos formations, des problématiques». Quelqu'un qui trouve pas son alignement, quelqu'un qui arrive pas à poser son modèle économique, quelqu'un qui arrive pas à se faire connaître et peut-être que ça va te parler, peut-être que ça va résonner complètement avec la situation dans la que tu traverses en ce moment et on va te donner le regard d'un mentor sur, ce sujet donné. Et ça, effectivement, ça a été super efficace. On a vu, et on voit encore aujourd'hui, chaque année, des personnes qui débarquent en formation en disant: «Bah, j'ai découvert ce livre, j'ai vu chez Mmh. quelqu'un, je l'ai vu en librairie, on m'en a parlé, j'y crois, j'ai envie de tester. Déjà que le livre m'a aidé, j'ai envie de faire une formation». Donc ça a été Mmh. ça a été aussi, hem, vraiment, essentiel dans le développement de l'organisme de formation Live Mentor. Et après, je dirais que la troisième motivation, c'était de sortir du tout digital. Dans un monde où tout se passe sur internet,
Heu, comment créer un lien qui est un peu plus fort, qui est un peu plus réel? Ben, un livre, ça se tient dans les mains, ça se bouge, ça se corne, on peut écrire dessus. Il y a une autre expérience et ça, moi, en tant que créatif, ça me plaisait. Je crois que c'est, la créatrice au départ du podcast, Change ma vie. Elle Oui, a dév alors Clotilde Dussolier, je Clotilde, crois, hein? Oui, c'est ouais, ça, Clotilde oui. Dussoulier, absolument. Elle a développé donc son podcast, son business et derrière elle a écrit un livre. Je crois que ce triptyque-là, en tout cas peut-être même ce binôme, podcast et livre, a vraiment, moi vu de l'extérieur, hein, parce que je n'ai jamais échangé avec Clotilde, mais a vraiment Mmh, pu, lui permettre de déclencher de belles opportunités pour son entreprise, de mmh, gagner en visibilité, d'avoir plus de clients, d'être évidemment, d'avoir plus de crédibilité, qu'une simple coach lambda. mmh. Hem Il y a un impact qui est vraiment très fort que le livre peut créer et le podcast, mais le livre parce que c'est le sujet du jour. Non, mais c'est sûr qu'au lieu de d'investir en publicité, d'aller à des salons, hem, il y a beaucoup plus intéressant selon moi, que de développer sa pensée en profondeur. Mmh. Mais tu sais, on retrouve ça dans plein de domaines très différents. Si tu prends le domaine des chercheurs, le domaine de la recherche scientifique, bah, les chercheurs, ils sont invités à publier des papiers de recherche, dans des revues spécialisées et c'est ces papiers de recherche, qui ensuite leur permettent de trouver des financements, par exemple, Bien pour leur sûr. recherche ou de trouver des personnes avec qui collaborer, des personnes à recruter, par exemple, dans leur labo. Hem, on arrive, pas loin de la fin de l'épisode et évidemment que j'ai mes petites questions transmission conseil parce que sans transmission conseil, tu ne serais pas entièrement Alexandre Dana. Hem, pour ceux qui rêvent d'écrire un livre, qu'est-ce que tu pourrais transmettre aujourd'hui? Ça vaut vraiment le coup. Heu, c'est, c'est des projets, c'est des projets d'apprentissage continu. Moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois avec les livres, c'est que on en écrit un et puis, c'est pas parfait, ça l'est pas et on apprend pour en écrire un deuxième qui est meilleur et puis un troisième qui est encore meilleur et ça, c'est génial. C'est vrai que moi, je relis, parfois mes premiers livres et alors c'est pas toujours le cas, mais parfois je relis des passages et je me dis: «Oh là là, j'aimerais tellement le réécrire et le faire autrement». Parce que maintenant j'ai appris, j'ai compris, comment partager un message, comment partager une idée, comment sélectionner une bonne idée et ça, je trouve que dans une vie où, on parfois on a tellement l'impression que on est dans le court terme, on est dans la gestion des urgences. Le livre, c'est vraiment l'inverse. C'est quelque chose qui est important et qui ne peut pas être urgent. Mmh. Tu peux pas faire un livre en une journée. Donc c'est vraiment un exercice intellectuel qui est très intéressant et je le recommande à tout le monde. Et pour ceux qui ont déjà un manuscrit, comme tu l'as dit, dans les tiroirs, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre aujourd'hui? Est-ce est-ce que vous avez une communauté? Ça, Mmh. c'est essentiel. Est-ce que vous avez commencé à créer une communauté? Est-ce que vous avez parlé de ce manuscrit à droite, à gauche? Si oui, bah, tant mieux, continuez. Si c'est pas le cas, il faut le faire le plus vite possible. Mais vraiment, c'est Mmh. essentiel et vous allez voir que les premiers retours vont vous faire retravailler le manuscrit, vont vous faire opérer des modifications, vont vous faire l'enrichir, l'améliorer. Donc ne vous en privez pas, vraiment. Oui et puis, je pense qu'on peut les ramener aussi à la théorie, en tout cas l'article qu'avait écrit, il y a déjà peut-être une vingtaine, une dizaine d'années, Kevin Kelly, d'aller chercher ses ultra fans. C'était 100 ou 1000 Oui, personnes? Je me souviens 1000, plus. 1000? les 1000 vrais 1000 fans, voilà. les 1000 Voilà, vrais d'aller fans. chercher, Oui, ces 1000 vrais fans pour pouvoir assurer en tout cas un certain, succès, oui, un certain impact au niveau de sa création. Alors que c'est valable évidemment pour le livre, mais c'est valable en fait théoriquement pour n'importe quel projet créatif. absolument, complètement, complètement d'accord. Cet article de Kevin Kelly est vraiment génial et et c'est sûr qu'il faut mieux avoir, peu de lecteurs, mais super engagés, super Ouais. passionnés que, une audience, tu vois, de plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, mais personne te connaît, quoi. Mmh. Complètement d'accord. Hem, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que l'écriture t'a appris sur toi-même? Beh, que j'aimais vraiment le faire à plusieurs, que moi, c'est toujours la même chose, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les projets où je suis solitaire. Dans toutes mes entreprises, Live Mentor, Mentor 59 ou dans mes collaborations à l'extérieur comme Métamorphose ou Erol, je travaille pas seul, je suis entouré tout le temps de gens et bah, c'est la même chose pour les livres au final, même le livre qui pourtant semble être un exercice très solitaire, je me suis jamais autant éclaté que sur le dernier qu'on a écrit à 2 avec Victor Fersing.
Je le remercie, je suis infiniment reconnaissant qu'il ait accepté, d'abord d'être mon assistant de recherche et puis ensuite d'accepter d'être mon co-auteur quand je lui ai proposé de passer un cran au-dessus. Parce que voilà, moi j'ai découvert via l'écriture que vraiment, cet échange à plusieurs, il compte, beaucoup, beaucoup pour moi. Merci beaucoup Alex pour ta transparence, tes conseils concrets, et ton regard, d'auteur-éditeur. Le meilleur de tes liens seront évidemment disponibles en description. On pensera à ton compte Instagram, on pensera à tes 3 livres, on pensera à la formation Live Mentor qui évidemment, va être un véritable, tremplin à ces auteurs en devenir. Pour moi, c'était important aussi de parler de la formation puisque comme tu l'as, indiqué, j'ai eu la chance d'être mentor chez Live Mentor, mais au tout début, hein, on parle de ça, fin 2019, début 2020. Mais avant de passer de ce côté de la barrière, j'étais une ancienne élève. Et donc, si on recommande aujourd'hui la formation, c'est parce qu'on y croit et moi, je connais la qualité, des 2 côtés. Donc, elle sera évidemment en lien de description de cet épisode et j'ai hâte de voir, les futurs livres qui vont sortir grâce à cette formation. Et ouais, nous aussi, attends, on a bien demandé à chaque personne là qui a rejoint la formation de nous envoyer le manuscrit, donc on les lâche pas. Mais merci Trop Justine, bien. c'était super sympa. Et puis une dernière question pour nos auditeurs aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, si, ces personnes rêvent d'écrire un livre, mais que vous n'avez pas encore osé, poser la plume, en tout cas passer le cap, le challenge du jour, c'est de nous écrire sur, Apple Podcast et de nous indiquer que vous, c'est le prochain projet prioritaire Mmh. des prochaines semaines, voire des prochains mois. Merci Alex. Super, merci beaucoup. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!